Enlève tes mains qui sentent l'ail de mon costume sur mesure. Maëlien Tournier repoussa ma main d'un geste brutal. La force du coup me fit perdre l'équilibre et je basculai en arrière, m'écrasant directement contre l'immense pyramide de flûte à champagne. Les coupes en cristal de baccarat volèrent en éclats sur le sol, en marbre de Carrare. Le fracas assourdissant tranchannait le murmure élégant du gala d'innovation technologique de Station F. En un instant, le grand salon de l'hôtel Le Meurice fut plongé dans un silence de mort. Des dizaines de regards chargés de moqueries et de curiosités morbides se braquèrent sur moi. La lumière glaciale des immenses lustres tomba sans pitié sur ma robe délavée, achetée en fin de série chez Monoprix, 3 ans plus tôt, me laissant complètement exposée, sans aucun endroit où me cacher. Face à moi, Maëlien incarnait la définition même du jeune prodige de la French Tech. Son costume Sifonelli lui allait à la perfection, tandis que l'éclat métallique de sa montre Vacheron Constantin reflétait les lumières du salon. Il était sans conteste la grande star de la soirée parisienne. Maëlien, ne sois pas si dur avec Séraphine, intervint une voix mielleuse. Mélusine, moulée dans une robe de créateur rouge, carmin très voyante, enlaça avec une assurance déconcertante le bras d'Olympe, la mère de Maëlien, avant de se placer à ses côtés. Elle feignait de vouloir calmer la situation, mais ses yeux brillaient d'une provocation impossible à dissimuler. En passant près de moi, elle fit pivoter légèrement son poignet, comme s'il s'agissait d'un accident. Le grand cru de Bordeaux de son verre se déversa avec une précision millimétrique sur le bord de ma vieille robe crème. Le liquide glacé coula le long de mes jambes, me donnant l'air encore plus misérable. « Mon Dieu, Séraphine, je suis tellement désolée. » Ma main a glissé. Mélusine porta une main à sa bouche dans une comédie parfaitement répétée, tout en appuyant naturellement son corps contre le torse de Maëlien. « Tu ne m'en tiendras pas rigueur, n'est-ce pas ? Il dit toujours, à la maison, que je suis très maladroite. » Elle n'oserait même pas. Olympe Tournier me lança un regard venimeux. Son visage marqué par les rides et les liftings se déforma d'une cruauté mesquine. Si mon fils n'avait pas le cœur si tendre, cet incapable, qui n'a même pas pu me donner un petit-fils, aurait fini à la rue depuis des années. L'amener à un événement de la haute bourgeoisie est une honte pour la famille Tournier. Je serrai avec force le tissu ruiné de ma robe. Mes ongles s'enfoncèrent si profondément dans mes paumes qu'ils faillirent les faire saigner. 3 ans, 3 années entières. Quand l'entreprise de Maëlien avait épuisé tout son capital de départ et frôlé la faillite, j'avais vendu en silence les bijoux anciens que ma grand-mère m'avait laissés pour qu'ils puissent payer les salaires de ses développeurs. Quand il passait 72 heures d'affilée à coder et à préparer des pitchs pour les investisseurs de la défense, je restais éveillée pour lui apporter du café et l'aider à déceler les erreurs dans ses bases de données. Quand Olympe avait eu besoin d'une prothèse de hanche, j'avais pratiquement vécu dans sa chambre de la pitié, salpêtrière vidant ses bassins et supportant tous ses caprices. Aujourd'hui, son entreprise était entrée en bourse. Sa fortune s'élevait à des dizaines de millions d'euros, et pour lui, j'étais devenue une gêne, un vieux souvenir dont il fallait se débarrasser. Pour sa mère, je n'étais qu'un parasite inutile. C'est aussi ce que tu penses, Maëlien. Je levai la tête et regardais fixement l'homme que j'avais autrefois aimé. Ma voix tremblait, non par peur, mais à cause du désespoir glacial qui figeait mon cœur. Maëlien hésita à peine un instant sous mon regard. Ses sourcils se froncèrent. Autour de nous, les journalistes économiques et les photographes mondains levaient déjà leurs appareils. Le cliquetis incessant des objectifs frappait directement son orgueil. Il devait projeter devant les investisseurs et les magnates des médias l'image d'un leader fort, implacable et incontestable. Et j'étais le marchepied parfait pour y parvenir. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ma mère a-t-elle tort ?» Sans crier gare, Maëlien se jeta sur moi. Sa main s'enfonça violemment dans mes cheveux. Une douleur fulgurante traversa mon cuir chevelu, m'obligeant à lever la tête. Paf! La gifle frappa de plein fouet ma joue droite. Elle fut si forte qu'elle m'ouvrit la lèvre. Un bourdonnement aigu envahit mes oreilles, tandis que ma vue s'obscurcissait un instant. C'est pour te rappeler quelle est ta place. Sans la famille Tournier, tu n'es absolument rien. Paf!
La deuxième gifle donnée du revers de la main fut encore plus brutale. Ma joue commença à gonfler immédiatement. L'élastique qui retenait mes cheveux céda, laissant ma crinière sombre retomber en désordre sur mes épaules. Ça, c'est pour Mélusine. Elle est ma chef de cabinet. C'est grâce à elle que nous avons décroché le plus gros contrat d'État de ce trimestre. De quel droit lui manques-tu de respect? Paf! Le troisième coup acheva de me faire perdre l'équilibre. Je tombai de tout mon long sur la mer de cristaux brisés. Un fragment de verre me transperça le genou. Le sang commença à se mêler au vin rouge renversé sur le marbre immaculé. Apprends ta place dans cette hiérarchie. Si tu manques encore de respect à Mélusine ou à ma mère, je te renverrai dans le HLM miteux du 93 d'où tu viens. Maëlien m'observait de haut avec le même mépris qu'on réserve à un cafard. Des murmures parcoururent le salon, mais personne ne fit un seul pas pour m'aider. Dans l'écosystème impitoyable des affaires parisiennes, la dignité d'une épouse sans pouvoir ne valait absolument rien. Derrière Maëlien, les lèvres de Mélusine s'étirèrent en un sourire victorieux. Olympe leva le menton avec une arrogance satisfaite. Étalée sur le marbre froid, je ne pleurais pas. Je n'essayais même pas de me relever. Je passais la langue sur ma lèvre fendue et savourais le goût métallique de mon propre sang. Cette saveur de fer éteignit la dernière étincelle d'amour que je conservais encore pour ce mariage. Je fermais les yeux. Cela fait 3 ans, Séraphine. Ce jeu absurde de jouer à la femme ordinaire est terminé. Quand je rouvris les yeux, la patience, la douceur et la résignation avaient totalement disparu. À leur place, ne restait que l'indifférence glaciale et terrifiante qui appartenait à l'héritière d'une dynastie financière mondiale. Je regardais Maëlien comme s'il était déjà mort. Un lent sourire effrayant apparut sur mes lèvres. Maëlien fut visiblement déconcerté par mon expression. Il balança le poids d'un pied sur l'autre, se préparant à me donner un coup de pied. « Tu as frappé ma fille. Voyons combien de vies la famille Tournier devra payer pour ça. » Le rugissement de cette voix ancienne résonna comme une gigantesque cloche de bronze. Son autorité écrasante explosa dans le salon comme le tonnerre. Les immenses portes en acajou massif du grand salon du Meurice furent défoncées d'un coup de pied depuis l'extérieur, heurtant les murs dans un fracas assourdissant. Les agents de sécurité et les reporters qui bloquaient l'entrée furent violemment écartés. 12 hommes grands et larges d'épaules, vêtus d'impeccables costumes tactiques noirs sur mesure, avec des oreillettes discrètes, tous d'anciens militaires de la Légion étrangère et des contracteurs privés, avancèrent dans la foule comme un couteau chaud dans du beurre. Les invités les plus puissants de l'événement s'écartèrent de chaque côté, comme si la mer morte s'ouvrait devant eux. Au bout de l'allée apparut un homme âgé d'une prestance imposante. Il portait un élégant costume grande mesure de la rue de la Paix et marchait en s'appuyant sur une canne ancienne à pommeau en argent massif. Son visage était une tempête. Chaque pas qu'il faisait transmettait une pression terrifiante, propre à quelqu'un qui avait passé des décennies à décider du sort de marchés entiers et à manier des fortunes capables de changer le monde. La température du salon sembla chuter sous zéro. Le PDG de la Croix, l'un des milliardaires les plus influents du CAC 40, qui quelques secondes auparavant sirotait tranquillement un verre de cognac en observant le spectacle, vit à peine. Le nouvel arrivant, que ses mains se mirent à trembler. Or, le verre en cristal se fracassa sur le sol. Un halètement de véritable panique s'échappa de sa gorge. Monsieur Vancourt, Balthazar Vancourt, l'empereur indiscutable de Vancourt Global, entreprise propriétaire d'un gigantesque conglomérat privé de technologie et de fonds d'investissement valorisés à des centaines de milliards d'euros. Le prédateur suprême de la finance mondiale, un homme dont la seule expression de mécontentement pouvait provoquer l'effondrement de la bourse de Paris. Maëlien reconnut immédiatement ce visage qui apparaissait constamment en couverture de Forbes et des Échos. Son esprit se vida complètement. Toute son arrogance disparut en un instant, remplacée par une peur instinctive et humiliante. Il ne perdit même pas de temps à réajuster sa veste froissée. Il repoussa brusquement. Mélusine, sur le côté, afficha le sourire le plus servile de toute sa vie et courut presque vers lui. « Monsieur Vancourt, que vous ayez honoré notre gala de la French Tech de votre présence est le plus grand privilège de nos vies. Je suis Maëlien Tournier, PDG de Tournier Dynamique.
Il y a eu un petit incident domestique assez désagréable. Je vous présente mes excuses pour avoir gâché votre soirée. Je vais faire évacuer cette ordure par la sécurité, immédiatement. Maëlian fit une révérence à 45 degrés et lui offrit sa carte de visite aux finitions dorées la tenant à 2 mains. Il allaitait comme un chien désespéré, remuant la queue en quête d'approbation. Balthazar Vancourt ne le regarda même pas. Les yeux du vieux titan transpercèrent toute la foule pour se planter sur moi allongé dans une flaque de sang et de verre brisé. À cet instant, le magnat impitoyable qui avait détruit des entreprises du Fortune 500 sans ciller avait les yeux rougis et remplis de larmes. « Dégage de mon chemin !» La voix rauque de Balthazar résonna dans la pièce. Avant que Maëlian ne puisse assimiler l'ordre, le chef de l'équipe de sécurité fit un pas en avant. Il bougea plus vite que l'éclair. Clac! Le bruit sec et métallique d'une culasse qu'on arme brisa le silence. Un lourd pistolet Sig Sauer noir mat fut pressé directement contre la tempe de Maëlian. Le froid de l'acier sembla lui glacer le sang. « Bouge d'un seul centimètre et je te fais sauter la cervelle. » La voix de l'agent était totalement dénuée de toute émotion humaine. Son doigt reposait déjà sur la détente. Les jambes de Maëlian cédèrent. Il s'effondra à genoux sur le marbre. Son visage passa du rouge au blanc, puis prit la pâleur grise d'un cadavre. Des sueurs froides coulaient sur son front, tandis que ses dents claquaient de manière incontrôlable. « Monsieur Vancourt, c'est un malentendu. » Puis-je expliquer. La gorge de Maëlian laissait à peine sortir les mots. Le salon entier plongea dans un silence absolu. Olympe, qui souriait avec mépris quelques secondes plus tôt, révulsa les yeux et s'évanouit sur sa chaise. Mélusine se cacha sous un manche de boue en se couvrant la tête des 2 mains. Elle tremblait tellement qu'elle semblait incapable de respirer. Balthazar Vancourt marcha lentement vers moi. Pas après pas l'homme qui signait des acquisitions de centaines de milliards d'euros sans que sa main ne tremble, avait maintenant les mains tremblantes en s'agenouillant à mes côtés. Avec une délicatesse infinie, il soutint ma joue enflée et essuya soigneusement le sang à la commissure de mes lèvres avec sa pochette en soie. « Séraphine !» Sa voix se brisa. « Papa est arrivé trop tard !» Les larmes menaçaient de s'échapper de ses yeux. « C'est de ma faute ! J'ai permis qu'on te fasse du mal !» L'excellente acoustique du salon fit que chacune de ces paroles parvint avec une clarté absolue à toutes les personnes présentes. Ce fut comme si une bombe nucléaire avait explosé. L'incapable l'entretenut la femme au foyer sans nom de famille important. Était la fille légitime unique de Balthazar Vancourt, l'unique héritière de l'empire Vancourt global. Les pupilles de Maëlian se réduisirent à de minuscules points. Les vaisseaux sanguins de ses yeux commencèrent à éclater. Il m'observait comme s'il venait de découvrir une forme de vie extraterrestre. Ses lèvres remuaient frénétiquement, mais aucun son n'en sortait. Le poids de la terreur et de cette vérité impossible détruisit complètement sa raison. Une tache chaude commença à s'étendre sur son pantalon sur mesure. Le liquide descendit lentement jusqu'à former une petite flaque sur le sol. Il s'était uriné dessus de peur. Je m'accrochais au bras de mon père et me levais lentement d'entre les débris de verre. Mon genou saignait encore, mais je ne ressentais plus aucune douleur. L'un des gardes du corps me tendit une lingette désinfectante. Avec un calme absolu, je nettoyais la saleté de mes mains. Puis, je regardais Maëlian de haut. « Monsieur Vancourt, Séraphine, tout ça est un malentendu. Laissez-moi vous expliquer. » Il retrouva enfin la voix. « Séraphine, tout ça, Monsieur Vancourt, le fait que la voix. Il essaya de se jeter vers moi pour m'attraper par les chevilles, mais l'un des gardes du corps lui enfonça une lourde botte militaire dans le plexus solaire. Maëlian se plia en 2, vomissant des hauts le cœur sans pouvoir respirer. « Expliquez. » Je le regardais avec une voix aussi froide que la glace. « Ne venais-tu pas de dire que sans la famille Tournier, je n'étais absolument rien ?» Je tournai la tête vers eux. Thibault, le chef de cabinet de Vancourt Global, qui se tenait impeccablement vêtu de son costume sur mesure derrière mon père. Thibault fit une légère inclinaison de la tête, avança de quelques pas, alluma son iPad et annonça d'une voix ferme qui résonna dans tout le salon. Sur ordre direct du président de Vancourt Global Entreprise, avec effet immédiat,
Toutes les institutions financières appartenant au groupe Vancourt rompront toute ligne de crédit ou lien financier avec Tournier Dynamique dans un délai maximum de 3 minutes. Tous les comptes professionnels et les actifs personnels de Maëlien Tournier seront complètement gelés. La levée de fonds de série B du projet d'intelligence artificielle pour la logistique menée par Vancourt Global est annulée. Tournier Dynamique est inscrite de manière permanente sur la liste noire des futures alliances stratégiques au sein de l'industrie. Le contrôle opérationnel du projet passe dès cet instant aux mains de mademoiselle Séraphine Vancourt. À peine Thibault eut-il fini de parler que tout le salon explosa en un concert de téléphones portables sonnant en même temps. Maëlien, c'est un désastre. La banque vient d'annuler notre ligne de crédit. Ils exigent le remboursement du prêt relais de 50 millions d'euros dans un délai de 72 heures. Maëlien. Les fournisseurs de semi-conducteurs ont annulé tous nos contrats. Ils disent avoir reçu des ordres directs d'en haut. Ils nous renvoient même nos acomptes. Le téléphone que Maëlien avait laissé tomber sur le sol vibrait sans arrêt. Chaque nouvelle notification était un clou de plus dans son cercueil. Pour exécuter une entreprise, il ne fallait qu'un seul signal. Et dans ce salon rempli de requins de la finance, tous avaient le meilleur flair du monde. Les mêmes entrepreneurs qui quelques minutes auparavant trinquaient avec Maëlien en l'appelant « mon frère », reculaient maintenant comme s'il était infecté par une maladie mortelle. Le PDG Delacroix s'avança d'un pas décidé. Devant toutes les personnes présentes, il déchira le contrat de partenariat qu'il avait préparé pour Maëlien. Les morceaux de papier tombèrent directement sur son visage. Maëlien Tournier, il faut être fatigué de vivre pour oser lever la main sur l'héritière des Vancourt. À partir de cet instant, le groupe Delacroix déclare la guerre à Tournier Dynamique. Nous aussi, cria un autre investisseur. Quiconque fait des affaires avec les Tournier devient automatiquement mon ennemi. Quand un mur commence à s'effondrer, tout le monde pousse. En moins de 10 minutes, l'étoile montante de la French Tech fut complètement anéantie. Il passa de l'homme le plus admiré de la soirée à un chien enragé dont tout le monde tentait de s'éloigner. Le chaos fit reprendre connaissance à Olympe. Elle haleta désespérément en se tenant la poitrine et s'évanouit de nouveau. Personne ne s'approcha pour l'aider. Mais l'usine se mordait les lèvres avec une telle force qu'elle commença à saigner. Ses yeux allaient de droite à gauche, alors qu'elle voyait son rêve de devenir l'épouse d'un millionnaire, voler en éclats, se transformant en une haine venimeuse. J'observais ce spectacle grotesque, sans éprouver la moindre émotion. C'était l'odeur du pouvoir absolu. C'était une exécution financière. Maëlien avait cru pendant tout ce temps qu'il contrôlait mon destin. Il n'avait jamais imaginé que tout ce qu'il possédait n'était qu'un château de sable que je lui avais permis de construire. Et maintenant que la marée était montée, il ne restait plus rien. Séraphine, je me suis trompée. J'ai perdu la raison. Je t'en supplie. Pour nos 3 années de mariage, pardonne-moi cette seule fois. Ignorant la douleur insupportable dans sa poitrine, Maëlien commença à se frapper violemment le front contre le sol en marbre. Le sang tacha rapidement les dalles. 3 ans de mariage. Je lâchai un petit rire totalement dépourvu de chaleur. Quand tu me giflais tout à l'heure, t'es-tu souvenu de nos 3 ans de mariage? Quand tu as laissé ta maîtresse me jeter du vin dessus, as-tu pensé que j'étais ta femme? Je me penchai lentement jusqu'à approcher mes lèvres de son oreille. Je baissai la voix pour que lui seul puisse m'entendre. Tu te souviens de ce que tu as dit. Je fis une brève pause. Sans Séraphine Vancourt. Maëlien Tournier n'est personne. Je me redressai. J'enlaçai mon bras à celui de mon père. Je ne regardais plus l'ordure qui continuait de ramper sur le sol. Dégagez les lieux. La voix de Balthazar Vancourt fut aussi froide que l'acier. Entouré par 2 rangées d'imposants gardes du corps, je marchais sur les cristaux brisés et les contrats en lambeaux. Sous les regards terrifiés de toute l'élite technologique, je gardais le dos parfaitement droit et quittais ce salon répugnant sans me retourner. Derrière moi ne restaient que les hurlements désespérés de Maëlien et les crépitements incessants des flashs d'appareils photo. La brise nocturne de Paris agita le bord de ma robe détruite, mais elle était désormais incapable de refroidir mon cœur. « Tu as des vertiges, ma chérie, docteur Chateaubriand ?» Apportez la poche de glace immédiatement.
Les lourdes portes de la Rolls-Royce Phantom se fermèrent avec un bruit sourd. Le tumulte des journalistes et les cris désespérés de Maëlian furent complètement isolés de l'extérieur. Le vaste habitacle du véhicule sentait le cuir fin et le bois de cèdre. Mon père avait les sourcils profondément froncés. Sa main durcie serrait fermement mon poignet pendant qu'il parlait au médecin privé, assis en face de nous, Monsieur Vancourt. La contusion des tissus mous sur le visage de Mademoiselle Vancourt est importante. Mais, heureusement, il n'y a pas de fracture. Je vais appliquer des compresses froides immédiatement. Le docteur Chateaubriand ouvrit rapidement sa mallette et posa, avec un soin infini, une compresse spéciale sur ma joue droite complètement gonflée. Le froid traversa ma peau. Peu à peu, il engourdit la douleur cuisante et lancinante. Je m'adossai au siège en cuir. Je respirais lentement. L'air avait encore un léger goût de cuivre. « Je vais bien, papa. » J'ouvris les yeux et contemplai ce titan aux cheveux argentés qui était prêt à incendier la capitale tout entière pour moi. Une sensation chaleureuse mêlée d'amertume se répandit dans ma poitrine. Ne gaspille pas ta colère pour une ordure comme lui. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Il a osé lever la main sur ma fille devant le tout Paris. Je vais enterrer toute la famille Tournier pour ça. Balthazar Vancourt frappa violemment le plancher du véhicule avec sa canne. Puis, il tourna brusquement la tête vers Thibault, assis sur le siège passager. « Thibault, avant minuit, je veux un rapport complet sur l'effondrement systématique de la chaîne d'approvisionnement de Tournier Dynamique. Enquête aussi sur les finances de ce contrat d'État. Je veux le détruire complètement. Quand le soleil se lèvera, je veux qu'il ne garde rien d'autre que ses sous-vêtements. »« Oui, monsieur le président. » Thibault acquiesça respectueusement, tandis que ses doigts volaient sur l'écran de sa tablette cryptée. Les équipes juridiques et de gestion des risques ont déjà initié le protocole de liquidation forcée. Le gel des actifs est en cours. Phare. Je baissai la vitre à moitié. La brise froide et humide de la Seine entra dans la voiture, écartant mes cheveux emmêlés de mes épaules. Les lumières dorées du pont Alexandre III se transformaient en longues traînées de couleurs, tandis que la Rolls-Royce avançait sur les quais. Je ne pleurais pas à chaudes larmes. Je ne faisais pas de crise de nerfs à cause de sa trahison. J'observais mon reflet dans la vitre. Mon visage était toujours gonflé, mais étrangement j'étais en paix. Je ressentais une libération que je n'avais pas connue depuis des années. Pendant 3 ans, j'avais caché mes crocs et mes griffes pour protéger l'illusion ridicule d'avoir un foyer. Je portais des vêtements bon marché. Je passais des heures dans une petite cuisine imprégnée de l'odeur de friture à lui préparer des repas faits maison. J'avais passé d'innombrables nuits à éplucher des bilans financiers désastreux, sauvant Tournier Dynamique de la faillite à maintes reprises. J'avais cru que tous mes sacrifices me feraient gagner son respect et sa loyauté. Au lieu de cela, il n'avait fait que nourrir son ego. Lui avait offert une maîtresse, et c'était terminé par 3 gifles devant toute l'élite de la ville. Le peu d'affection que je conservais encore était mort à l'instant où sa main avait frappé mon visage. « Séraphine, que veux-tu faire maintenant ?» Mon père m'observait attentivement. « Si, tu ne veux plus jamais le revoir, papa peut le faire disparaître complètement d'Île-de-France. Tu n'auras même plus jamais à entendre son nom. » Non. Je pris une autre lingette stérile que m'offrait le docteur et nettoyai soigneusement la poussière de mes jointures. Ma voix était encore plus froide que la compresse de glace sur ma joue. Le faire disparaître serait trop facile pour lui. Je fis une pause. Ce que Maëliane aime le plus au monde, c'est son ego et sa fortune. Je levai les yeux. Je veux le voir atteindre le sommet. Je veux qu'au moment précis où il croira avoir conquis le monde, il marche dans le vide et tombe directement dans l'abîme. Je respirai doucement. Tout ce qui m'appartient, je vais l'obliger à le rendre, avec les intérêts. Mon père vit la détermination absolue reflétée dans mes yeux. Ses épaules tendues jusqu'alors se détendirent enfin. Un sourire sombre apparut sur son visage. C'est bien ma fille. Ses yeux brillaient de fierté. Joue cette partie d'échecs comme tu l'entends. Je te donne un accès complet à l'arsenal financier de Vancourt Global. Que tout le pays apprenne ce qui arrive quand on ose s'en prendre à la famille Vancourt. La fantôme avança silencieusement dans la nuit.
Derrière, nous restait la farce absurde qu'avait été mon mariage pendant les 3 dernières années. « Tout ça est de ta faute, Mélusine !» Le cri explosa dans l'habitacle réduit du Porsche Macan. Si tu ne lui avais pas monté la tête tous les jours, il n'aurait jamais frappé Séraphine devant tout ce monde. Olympe Tournier s'accrochait à la ceinture de sécurité, comme à une bouée de sauvetage. Le brushing impeccable dont elle s'enorgueillissait quelques heures plus tôt était maintenant un désastre collé à son front trempé de sueur. Elle se tourna vers le siège arrière, les yeux exorbités. « N'essaye pas de me rejeter la faute, vieille folle !» Mélusine se recroquevilla contre la portière. Elle tenait encore son cou là où Olympe l'avait griffé quelques minutes auparavant. Les larmes coulaient sur son maquillage ruiné. C'est Maëlian qui l'a frappée. Oui, j'ai renversé le vin. Mais comment diable aurais-je pu imaginer que cette femme au foyer ennuyeuse était l'héritière d'un empire milliardaire? Pendant 3 ans, tu l'as toi-même traitée de malédiction. Et maintenant que le navire coule, tu me mets tout sur le dos. Effrontée. Tu as détruit cette famille. Ne me réponds pas. Olympe tremblait de rage. Elle détacha sa ceinture et se prépara à se jeter sur le siège arrière. Si tu n'avais pas séduit mon fils, la famille Tournier serait maintenant apparentée à l'Empire. Vancourt global, des centaines de milliards. Je vais te tuer. Ça suffit. La voix de Maëlian éclata dans le véhicule. « Fermez-la, putain !» Ses yeux étaient complètement injectés de sang. Les veines de ses tempes palpitaient violemment. Il écrasa la pédale de frein de toutes ses forces. Les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé du périphérique parisien. Olympe fut projetée contre le tableau de bord. Son cri de douleur emplit la voiture. Mélusine fut projetée en avant, heurtant violemment les dossiers des sièges avant. Maëlian restait accroché au volant. Ses jointures étaient complètement blanches. Il ne pouvait s'empêcher de revoir les yeux froids de Balthazar Vancourt, ni le canon de ce Sig Sauer appuyé contre sa tempe. Ses jambes tremblaient encore. Sa chemise était toujours trempée de sueur froide. Son empire commercial, ses contrats millionnaires, son image de jeune prodige de la French Tech face à un véritable prédateur comme Vancourt Global. Tout cela n'était que du vent. Il avait suffi d'un seul mouvement pour le détruire. Maëlian tourna lentement la tête vers sa mère et vers Mélusine. Il ressemblait à un animal traqué. « Pourquoi diable ? Continuez-vous à crier ? Vous croyez que ça va faire disparaître la liste noire de Vancourt ?» Son regard se fixa, d'abord sur Olympe, qui a passé des années à me dire que Séraphine n'était pas assez bien pour moi, qui me répétait tous les jours que j'avais besoin d'une femme avec plus de statut. Sa voix devint encore plus amère. « Et maintenant tu veux jouer les saintes. La personne qui a le plus maltraité Séraphine, c'est toi. » Ensuite, il pointa un doigt tremblant vers Mélusine. « Et toi, si tu ne l'avais pas provoquée, si tu n'avais pas marché sur sa robe, je n'aurais jamais fini par la frapper. » Mélusine resta complètement paralysée. « Avez-vous une idée de ce que signifie le retrait de tous les capitaux de Vancourt demain ? Matin, Tournier Dynamique aura un trou financier de 50 millions d'euros. Et si nous ne parvenons pas à le combler, nous finirons tous les 3 par nous jeter du haut de la tour Montparnasse. » Mélusine n'était même pas capable de pleurer. Elle se colla contre la portière, essayant de s'éloigner le plus possible de lui. La fausse histoire d'amour qu'ils avaient construite était réduite en cendres face à la réalité de la ruine financière. À l'intérieur de la voiture, on ne respirait que la panique. Avec des mains tremblantes, Maëlian sortit une cigarette de sa poche et l'alluma. Il tira plusieurs bouffées profondes pour tenter de contrôler le tremblement de ses mains. Puis, il accéléra à fond en direction de son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Il lui suffisait de rentrer à la maison, d'ouvrir le coffre-fort et de vérifier combien de liquidités et d'objets de valeur il pouvait encore vendre. Cependant, lorsque les phares du Porsche illuminèrent les immenses grilles en fer forgées de la propriété, il pila de nouveau. Les portes étaient grandes ouvertes. 2 SUV noirs sportifs étaient stationnés devant l'entrée principale. 4 hommes, vêtus de discrets costumes gris, tenaient des mallettes noires, en attendant immobiles sur les marches en marbre. L'homme qui dirigeait le groupe portait des lunettes à monture métallique. Il dégageait la présence froide et impersonnelle d'un huissier de justice. Maëlian déglutit, se forçant à descendre de voiture.
Olympe et Mélusine perçurent immédiatement le danger. Aucune des deux ne voulut sortir. « Qui êtes-vous? Que faites-vous sur ma propriété? Je vais appeler la police. » Il essaya de faire preuve de courage, mais la peur était évidente dans sa voix. L'homme aux lunettes réajusta tranquillement sa monture, sortit de sa mallette un document portant le sceau officiel du tribunal de commerce de Paris et le tint devant Maëlian. « Monsieur Maëlian Tournier, c'est moi. Nous représentons la division de recouvrement des actifs de la banque privée Haussmann. Nous sommes munis d'une ordonnance judiciaire préliminaire et d'une résolution de saisie conservatoire délivrée par le tribunal. Saisie conservatoire. » La voix de Maëlian se brisa. « Exact. » Le fonctionnaire parla avec une froideur absolue. « Étant donné que votre principal garant Vancourt Global Entreprise a officiellement retiré tout soutien financier et rompu ses relations commerciales, il y a environ 1 heure, nos algorithmes d'évaluation des risques ont déterminé que Tournier Dynamique est insolvable. Afin de garantir le pré-relais de 50 millions d'euros, le tribunal a autorisé la saisie immédiate de tous vos biens. » Il leva légèrement le document. Dès cet instant, cette propriété et tous les biens qui s'y trouvent passent sous la tutelle de la banque. Nous vous prions de ne prendre que vos vêtements et de quitter les lieux. « Saisir !» hurla Maëlian désespéré. « Vous ne pouvez pas prendre ma maison. Je l'ai achetée avec mon propre argent. Je n'ai même pas fini de payer le crédit. Cela viole notre contrat. » Hors de lui, Maëlian s'élança en avant, tentant de lui arracher le document des mains. 2 agents robustes chargés de la récupération des biens saisis s'avancèrent immédiatement et lui bloquèrent le passage. L'homme aux lunettes sourit avec mépris. « Je vous suggère de lire les petits caractères de votre contrat de prêt, monsieur Tournier. Si le garant se retire ou si un risque systémique extrême se produit, la banque a le droit d'exiger le paiement immédiat du capital. C'est tout à fait légal. » Il fit une brève pause avant d'ajouter froidement « Bien sûr, si vous parvenez à nous transférer 50 millions d'euros dans un délai de 3 jours, la maison restera la vôtre. » Son sourire devint encore plus amer. « Mais, avec Vancourt Global ordonnant votre exécution financière, croyez-vous vraiment qu'il y aura une seule banque dans tout le pays prête à vous prêter 1 centime ?» Ces mots frappèrent Maëlian comme une massue. Il recula en titubant jusqu'à s'effondrer sur le pavé mouillé de l'allée de sa propre demeure. « Non, vous ne pouvez pas nous prendre la maison. Toute ma vie est ici. » Olympe sortit désespérément du porche et se jeta sur les huissiers. « Agresser un officier ministériel est un délit. Nous pouvons avoir la police nationale ici en moins de 2 minutes. » La voix de l'homme restait aussi froide que la glace. Olympe resta figée. Puis elle tomba à genoux, se frappant les cuisses des mains en pleurant et en criant de façon inconsolable sous la nuit pluvieuse. À l'intérieur de la voiture, les yeux de Mélusine commencèrent à bouger frénétiquement. Son regard finit par se fixer sur l'épais collier, en or, qu'Olympe portait autour du cou. « Monsieur Tournier, s'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. » Le représentant de la banque passa à côté de Maëlian et se dirigea vers la porte principale de l'hôtel particulier. À l'aube, le salon VIP du siège central de la banque. Privé Haussmann était glacé par la climatisation. Le directeur de l'agence bloquait fermement l'accès de Maëlian au couloir réservé aux cadres. Les yeux de Maëlian étaient complètement injectés de sang. Sa mâchoire était couverte d'une barbe de plusieurs jours. L'élégant costume Siffonelli était froissé et sa cravate pendait dénouée autour de son cou. « Directeur Dumas, s'il vous plaît, laissez-moi juste parler au vice-président. » Sa voix était rauque. « J'ai 2 brevets logiciels déposés. S'il m'accorde 3 mois de grâce. » Il secoua la tête avec désespoir. « Non, 1 mois. J'ai juste besoin d'1 mois pour trouver l'argent. » Dumas écarta calmement les doigts avec lesquels Maëlian agrippait sa veste. Puis il recula d'un pas et soupira. « Maëlian, en considération de nos relations commerciales de si longue date, je vais te parler en toute franchise. Ce matin même, Vancourt Global a émis une alerte de risque pour toute l'industrie. » Son expression se durcit. « Tu as offensé l'héritière de la famille Vancourt. L'ordre vient de la plus haute autorité. Quiconque décidera de t'aider déclarera la guerre au Vancourt.
Il le regarda droit dans les yeux. « Crois-tu vraiment que mon vice-président mettra toute la banque en péril pour tes misérables 50 millions ?» Il désigna la sortie. « Pars avant que je n'appelle la sécurité. » Maëlian resta complètement immobile. Le sol brillant en marbre ressemblait à une gigantesque chambre froide. Il sortit en titubant de la banque dans la matinée lumineuse de Paris. Il finit par s'asseoir sur le rebord d'une jardinière en béton. Avec des mains tremblantes, il sortit son téléphone. Il appela son principal fournisseur de matériel informatique. L'appel fut rejeté. Il composa le numéro d'un investisseur avec qui il jouait au golf tous les dimanches au Saint-Cloud. « Allô, c'est Maëlian. » Il déglutit. « Je traverse une période compliquée. Pourrais-tu me prêter 10 millions comme prêt relais ?» De l'autre côté, une voix gênée répondit « quelle malchance. J'ai toutes mes liquidités bloquées dans une nouvelle start-up. En plus, je viens d'atterrir à Tokyo. Je vais y rester un bon moment. On en reparle plus tard. » L'appel se termina. Il composa 40 numéros différents. Il reçut de fausses marques de compassion, des raccrochages au nez dès qu'on entendait son nom et des réponses ouvertement hostiles. « Tu es la peste, reste loin de moi. Je ne compte pas couler avec toi. » Le téléphone finit par surchauffer. L'écran s'éteignit complètement. Maëlian enfouit son visage dans ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Le cercle social exclusif, dont il s'était toujours vanté, l'avait abandonné sans réfléchir à 2 fois. Son empire n'était plus que poussière. Il releva lentement la tête. Devant lui, sur l'immense écran publicitaire de la place de la Défense, était retransmise une conférence de presse en direct. Séraphine Vancourt venait d'être officiellement présentée comme directrice générale des opérations de Vancourt Global pour l'Europe. À l'écran, elle portait un tailleur pantalon blanc de créateur impeccable. Elle dégageait une autorité absolue. Ses yeux étaient froids et perçants. Il ne restait absolument rien de l'épouse soumise qui lavait son linge et préparait son dîner. « Séraphine !» Maëlian serra les dents. Un grognement plein de haine s'échappa de sa gorge. À ce moment-là, son téléphone de secours, branché à une batterie externe, vibra. Numéro inconnu. « Oui », répondit Maëlian. Une voix grave et burinée par la rue résonna à l'autre bout. « C'est Gaspard », dit le lynx, du réseau de Marseille. Il fit une petite pause. « J'ai entendu dire que tu cherchais des liquidités. » Il lâcha un rire sombre. « On dirait que tu es arrivé dans une impasse. » Le cœur de Maëlian fit un bond. Le réseau de Marseille était l'organisation de prêteurs sur gages illégaux et de mafieux la plus violente et redoutée du pays. Mais il n'avait plus d'autres alternatives. Maëlian respira profondément. « Combien d'argent peux-tu me prêter ?» Dans sa voix, il n'y avait plus rien du fier entrepreneur. Il ne ressemblait plus qu'à un joueur ruiné, prêt à miser son dernier jeton. L'éclat de rire de l'autre homme traversa le téléphone. « Tant que tu as quelque chose à laisser en garantie, le ciel est la limite. »« Ah, mademoiselle Vancourt. » Thibault entra dans mon bureau en tenant un iPad. Maëlian est agenouillé sur le parvis en bas depuis 3 heures. Il dit qu'il ne compte pas partir tant que vous ne le recevrez pas. Je pris la tablette. Sur l'écran apparaissait la transmission en direct depuis le parvis de la tour Vancourt. Dehors, une pluie torrentielle s'abattait sur la Défense. La pluie frappait avec force les immenses baies vitrées de mon bureau situé au 50e étage. Sur l'écran, Maëlian était toujours agenouillé au milieu de l'esplanade complètement inondée. Son costume ruiné collait à un corps qui semblait avoir vieilli de 10 ans en un seul jour. Ses cheveux trempés lui tombaient sur le front. Il tremblait violemment sous le vent glacial. Les employés et les passants abrités sous leur parapluie le pointaient du doigt en murmurant entre eux. Mais il ne criait plus, il n'insultait plus. Il gardait seulement les yeux fixés sur les portes-tambours de la tour, les mains posées sur les genoux, attendant un sauveur qui n'arriverait jamais. Je restais debout derrière mon immense bureau en chêne. La température du bureau était agréable. Je pris une gorgée de café noir, servi dans une fine tasse en porcelaine de Sèvres. « C'est un véritable déluge », observa Thibault. « Voulez-vous que la sécurité d'entreprise le retire de force ? Les médias spécialisés publient déjà des articles sur ce spectacle. » Je reposai lentement la tasse sur le bureau.
Je ne jetai même pas un regard vers l'écran. Non. Le bruit de la porcelaine touchant le bois ne fut qu'un doux clic. S'il veut rester agenouillé, qu'il reste agenouillé. Je respirai calmement. Son ego et toute sa personnalité. Un léger sourire apparut sur mes lèvres. Quand il a commencé, il préférait dépenser ses derniers 500 € dans un dîner étoilé pour paraître riche, plutôt que de demander un délai pour payer le loyer. Je regardais à nouveau la pluie. S'il est prêt à s'humilier publiquement pendant 3 heures, c'est qu'il a déjà épuisé jusqu'à son ultime ressource. Je ne ressentais aucun plaisir à voir sa chute seulement une clarté absolue. Il fut un temps où Maëlian avait plus de 39 degrés de fièvre et refusait d'aller à l'hôpital pour ne pas avouer qu'il n'avait pas payé sa mutuelle. J'avais marché près de 5 kilomètres sous une pluie glaciale pour lui acheter des antibiotiques. Ensuite, j'étais rentrée dans notre minuscule appartement. J'avais passé des heures à préparer de la soupe sur une vieille plaque électrique qui fonctionnait à peine. Cette nuit-là, il avait tenu ma main en pleurant. Il m'avait promis un hôtel particulier à Neuilly et la vie la plus heureuse du monde. Il avait menti tant de fois qu'il avait fini par croire à ses propres mensonges. Mais quand il avait enfin obtenu cet hôtel particulier, il m'avait récompensé par des humiliations publiques et de la violence physique. Thibaut. Je m'approcha d'un coffre-fort protégé par reconnaissance biométrique. Je l'ouvris. J'en sortis une vieille chemise cartonnée parfaitement scellée. Appelez le département juridique. Je lui tendis le dossier. Voici le contrat du prêt personnel de 30 millions d'euros que j'ai signé il y a 3 ans avec Tournier Dynamique sous un pseudonyme. Ma voix resta totalement sereine. Accélérez la plainte. Ne perdez pas de temps à envoyer des mises en demeure. Déposez immédiatement une requête urgente auprès du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une ordonnance de saisie conservatoire avant le coucher du soleil. Je le regardais droit dans les yeux. Je veux des scellés sur chaque propriété, chaque brevet et chaque véhicule qui figure encore au nom de Tournier Dynamique. Thibaut resta immobile, une fraction de seconde. Puis, il redressa le dos. Entendu, mademoiselle Vancourt. Toute l'équipe juridique est déjà prête. Dès que nous déposerons la requête, le juge accordera l'ordonnance en moins de 2 heures. J'acquiesçais. J'éteignis l'écran de l'IPA. Maëlian, il y a 3 ans, j'ai utilisé ces 30 millions d'euros pour te sortir de la tombe. Aujourd'hui, je vais utiliser ce même morceau de papier pour t'enterrer vivant. Reste agenouillé. Attends-là jusqu'à ce que les liquidateurs de la faillite viennent balayer le peu qu'il reste de toi. À l'intérieur du sombre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, les épais rideaux occultants restaient complètement tirés. Les coups de tonnerre faisaient vibrer les vitres, les éclairs illuminaient par instants le chaos absolu qui régnait à l'intérieur. Les coûteux tapis persans étaient recouverts de porcelaine brisée, de livres de contes déchirés, de cendriers renversés. Mélusine pieds nus serrait désespérément un sac Birkin d'Hermès exclusif en édition limitée. Elle fouillait frénétiquement le dressing principal. Elle ouvrit tous les tiroirs à bijoux, jeta dans le sac des bracelets, Cartier, des colliers Bulgari et 2 montres Rolex, en or, des objets qui m'appartenaient à l'origine. Puis elle trouva plusieurs lingots d'or et des liasses de billets de 100 € cachés dans le tiroir inférieur. En voyant que le sac commençait à se remplir, un sourire avide apparut sur son visage pâle. Le gars-là avait détruit son rêve de devenir l'épouse d'un milliardaire. Après avoir vu Maëlian ramper désespérément toute la journée et après avoir vu la banque saisir la propriété, elle avait compris que le navire avait déjà sombré. Elle avait 25 ans. Avec tout cet argent, elle pouvait fuir à Monaco, changer d'identité et trouver un autre millionnaire pour l'entretenir. Elle n'allait pas couler avec la famille Tournier. « Qu'est-ce que tu crois faire, nom de Dieu ?» Un cri strident traversa la pièce. Mélusine sursauta. L'un des lingots tomba sur le parquet en point de Hongrie. Olympe Tournier se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle ressemblait à une véritable sorcière. Ses cheveux étaient complètement ébouriffés, ses yeux enfoncés et rougis. Elle regardait fixement le sac Birkin. Petite voleuse. Sa voix était chargée de haine. « La famille Tournier n'est pas encore morte et tu nous voles déjà. » Olympe se jeta sur Mélusine comme une lionne. Elle l'attrapa violemment par les cheveux. « Lâche-moi, vieille folle !» Mélusine essaya de lui arracher les mains,
mais l'instinct d'Olympe pour protéger sa richesse lui donnait une force presque surnaturelle. Elle la traîna en arrière tandis que les deux tiraient désespérément sur le sac. « Tout ça est à mon fils. Tu as apporté une malédiction dans cette maison. Tu nous as ruinés avec les Vancourt. Et maintenant tu veux fuir. Je vais te tuer, Olympe. » Lui asséna une gifle brutale. Cela fit exploser tout le venin que Mélusine avait réprimé durant la journée. Elle poussa violemment Olympe, la faisant tomber par terre. « Tu te prends encore pour une grande dame de la haute société, » cracha-t-elle avec mépris. « Ton fils est un raté ruiné. Il va finir dans un caniveau. » Elle désigna le sac. « Tout ça, c'est lui qui me l'a offert. C'est mon indemnité. Recule. C'était la dot de Séraphine. Tu l'as volée? Rends-la. » Olympe se releva d'un bond et se jeta sur Mélusine. Les deux femmes roulèrent sur le sol en bois, oubliant totalement leur manière de la haute société. Elles se griffaient et se mordaient comme des bêtes sauvages. Les faux ongles de Mélusine laissèrent de profonds sillons sanglants sur le visage d'Olympe. Olympe répliqua en lui plantant les dents de toutes ses forces dans le poignet. Sous la violence de la lutte, l'exclusif sac Birkin finit par se déchirer. Lingots d'or, montres Rolex, colliers de perles et d'épaisses liasses de billets commencèrent à tomber partout sur le sol, brillant de manière obscène, sous la faible lumière de la pièce. « Mon or, mon argent !» Olympe abandonna immédiatement la bagarre. Elle rampa désespérément sur le sol en pleurant de façon hystérique et en serrant les lingots contre sa poitrine. Mélusine en profita pour se libérer. Allaitante, elle ramassa 2 Rolex et une grosse poignée d'argent liquide, les fourrant rapidement dans sa veste. Puis, elle poussa une chaise pour bloquer le passage d'Olympe. « Pourris dans cette baraque avec ton fils de raté », cracha-t-elle, avant de dévaler les escaliers en courant et de disparaître sous la pluie torrentielle. Olympe resta assise au milieu du désastre. Elle étreignait l'or, tandis que ses lamentations rivalisaient avec le fracas du tonnerre. « Gaspard, je t'en prie, donne-moi 3 jours de plus. » Maëlien entra en titubant dans le manoir complètement trempé. « Il me reste encore un brevet logiciel. Si j'arrive à le vendre, je pourrai payer au moins les intérêts. » Il n'eut même pas le temps de s'essuyer le visage. Il se prosternait déjà devant les hommes assis dans son salon. L'air empestait le tabac froid. Plusieurs hommes massifs couverts de tatouages se prélassaient sur les canapés italiens en cuir qui coûtaient une fortune. Gaspard, le lynx vasseur, le prêteur clandestin le plus impitoyable de la pègre parisienne, enfonça ses bottes, pleines de boue sur l'impeccable tapis. 3 jours de plus. Gaspard retira lentement le cigare de sa bouche et l'écrasa directement sur la table basse en acajou. La brûlure laissa un énorme cercle noir sur le bois. « Monsieur Tournier », il l'observa avec un sourire glacial, « vous êtes dans ce milieu depuis assez longtemps pour connaître les règles. Tu as utilisé les actions de Tournier Dynamique comme garantie pour un prêt de 20 millions d'euros. » Il se pencha légèrement vers lui. « Vancourt Global vient de te mettre sur liste noire. En ce moment, tes actions servent plus de papier toilette que d'argent. » Il l'attrapa violemment par le col de sa chemise trempée et le plaqua contre le mur. « Tu es complètement à sec. Avec quoi comptes-tu me payer, bordel? Gaspard, je te jure qu'il me reste. Tu n'as rien. » Gaspard fit un signe de tête. L'un de ses hommes frappa le torse de Maëliane avec un document légal. Le papier tomba lentement sur le sol. L'énorme tampon rouge du tribunal de grande instance de Paris sembla lui brûler les yeux. C'était une ordonnance de saisie conservatoire. Le nom de la plaignante y était clairement imprimé. Séraphine Vancourt, montant de la créance 30 millions d'euros. « Tu vois », Gaspard lui donna de petites tapes moqueuses sur la joue. « Ton ex-femme est plus impitoyable qu'un cartel. Elle a accéléré une plainte pour 30 millions. Dans 1 heure, les huissiers de justice seront là pour placer cette maison et tes voitures sous scellé. Ce manoir, tes brevets. Tout est gelé. » Il sourit avec mépris. « Tu ne possèdes même plus la peluche que tu as dans tes poches. » Maëlian resta immobile, fixant le nom de Séraphine. Son esprit cessa de fonctionner. Il se souvint d'avoir été agenouillé sous la pluie, à peine 3 heures plus tôt.
Pendant qu'il suppliait pour obtenir pitié, elle signait tranquillement sa sentence définitive. 30 millions de dettes personnelles, 50 millions envers la banque, 20 millions à Gaspard, 100 millions d'euros, complètement englouti. Maëlian glissa lentement le long du mur jusqu'à se retrouver assis sur le sol. Ses yeux étaient aussi vides que ceux d'un cadavre. « Très bien, les gars », Gaspard frappa dans ses mains. « Fin du jeu. Les flics et les huissiers seront bientôt là pour sceller la baraque. » Il regarda ses hommes. « Prenez tout ce qui n'est pas vissé au sol. Tableau vin électroménager. On ne partira pas les mains vides. » Les sbires commencèrent à vider l'hôtel particulier. Ils arrachaient les toiles des murs, sortaient des caisses de grands crus de la cave. Non. Olympe apparut en titubant dans les escaliers, les lingots d'or toujours serrés contre sa poitrine. « C'est à moi. » L'un des hommes lui attrapa le poignet et le tordit. Olympe poussa un cri. Les lingots tombèrent au sol. L'homme de main les ramassa tranquillement, les essuya sur la manche de sa chemise et les glissa dans sa poche. Maman. Maëlian essaya de se lever, mais deux hommes l'immobilisèrent au sol. Gaspard s'approcha lentement de lui, arracha la montre Vacheron Constantin de son poignet, la contempla quelques secondes puis sourit. « Avec ça, on couvre les intérêts de cette semaine. » Il empocha la montre. « Pour le capital, on verra comment tu paies. » Son expression se durcit de nouveau. « Vancourt Global s'est assuré que tu ne puisses plus jamais travailler dans ce pays. Mais mes hommes te surveilleront. » Il se pencha très près de lui. « Même si tu dois passer le reste de ta vie à ramasser des canettes en aluminium dans les poubelles de la gare du Nord, tu nous appartiens maintenant. » Gaspard siffla. Toute la bande sortit chargée de sacs remplis d'objets volés. Le vent froid traversa l'immense maison complètement vidée. Maëliane resta allongée sur le sol fixant l'ordonnance judiciaire. Un son épouvantable sortit de sa gorge. Moitié rire, moitié pleurs. Le piège dans lequel il était tombé n'avait jamais été une femme au foyer sans défense. C'était un filet en titane tissé par le pouvoir financier lui-même. « Mettez le ruban, assurez-vous qu'il colle bien à la brique. » Deux fonctionnaires déployèrent un épais ruban officiel. Ils le placèrent en croix sur les immenses portes en bronze du manoir de Neuilly. Monsieur Tournier, l'huissier principal, lui tendit un porte-bloc. Par ordre du tribunal, cette propriété est officiellement saisie et placée sous scellé. Si vous brisez ce sceau, vous ferez l'objet de poursuites pénales. Signez ici pour attester de la réception de la notification. Maëliane resta immobile, sous la pluie glacée. Il prit le stylo avec des mains tremblantes. Sa signature ressemblait à l'enregistrement d'un tremblement de terre. Nous nous retirons. Les huissiers montèrent dans leur véhicule et quittèrent les lieux. À ce moment-là, un vieux camion de déménagement rouillé et recrachant une fumée noire par le pot d'échappement entra bruyamment dans la propriété. Deux hommes en imperméable bon marché commencèrent à jeter des sacs poubelles remplis de vêtements à l'arrière du camion. Doucement. Olympe serrait contre elle un simple cuiseur à riz qu'elle avait réussi à sauver. Ce sont des costumes italiens sur mesure. Vous ne pourrez pas les remplacer. L'un des déménageurs éclata de rire. « Madame, vous nous avez payé 50 € pour la course. Toutes ces fringues finiront chez Emmaüs si vous ne payez pas plus. » Olympe se tourna désespérément vers Maëlian. « Fais quelque chose. Tu es un PDG, comporte-toi comme tel. » Maëliane leva lentement les yeux vers les grilles en fer forgé. De l'autre côté s'était réuni un groupe de riches voisins des chefs d'entreprise des mondains. Des personnes qui, il y a quelques jours à peine, trinquaient chez lui. Maintenant, ils le filmaient avec leur téléphone en murmurant. « Regarde-le. C'est le même Tournier qui paradait la semaine dernière à ce gala. Maintenant, il se fait expulser. Il a frappé sa femme, et il s'est avéré que c'était l'héritière des Vancourt. Ils l'ont écrasé comme un insecte. C'est mieux ainsi. Il faisait baisser la valeur de l'immobilier du quartier. » Chaque commentaire transperçait Maëlian comme un pic à glace. « Arrêtez de filmer, éloignez-vous. » Olympe courut désespérément vers les grilles. « Maman !» Maëlian rugit comme un animal blessé. « Tais-toi, on n'a pas encore assez perdu. » Il l'attrapa par le bras et la força à monter dans un vieux taxi délabré qui sentait le tabac froid.
Le véhicule quitta les quartiers chics de l'ouest parisien. Leur destination était l'un des quartiers les plus rudes d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, le même endroit où Maëlian avait vécu au début de sa carrière. Un sous-sol humide sans fenêtre infesté de rats. C'était désormais le seul endroit qu'il pouvait se permettre. Mademoiselle Vancourt, ce soir à 20, il y a une réunion privée avec le consortium de la chaîne d'approvisionnement européenne au club de l'Obsidienne. Ils veulent discuter de la logistique du nouveau projet de semi-conducteur. La Mercedes Maybach avançait doucement sur les champs. Élysée. Thibault passait en revue mon emploi du temps depuis le siège avant. Je restais adossé sur le siège arrière, lisant des rapports sur l'iPad. « Dites-leur d'annuler toutes les politesses d'usage », je répondis calmement, sans lever les yeux. « Je veux juste examiner leurs indicateurs de capacité et leurs modèles de risque. S'ils ne répondent pas aux normes de Vancourt Global, même s'ils étaient les meilleurs amis de Tournier Dynamique, je veux qu'ils soient éliminés immédiatement. » C'est compris. Thibault sourit légèrement. Je les ai déjà prévenus de vos méthodes de travail. Ils sont tous terrifiés. À 20h30, les portes du salon VIP du club de l'Obsidienne s'ouvrirent. L'air était imprégné de l'arôme de cigares cubains et de Château Margaux millésimés. La douzaine de magnats présents qui riaient bruyamment quelques secondes plus tôt écrasèrent immédiatement leurs cigares et se levèrent à l'unisson dès que j'entrai. « Mademoiselle Vancourt ?» Le PDG de la Croix fit presque une révérence. « C'est un véritable honneur de vous recevoir. » Je tendis mon trench coat à l'un de mes gardes du corps et pris place en bout de table. Ce n'est qu'une fois que je fus assise que les autres osèrent faire de même. L'atmosphère devint extrêmement tendue. Mademoiselle Vancourt commença. De la Croix. Concernant la production de semi-conducteurs, la porte s'ouvrit de nouveau. Messieurs, le gérant du club fit une légère inclination. Voici le domaine de la Romanée Conti 1990. Plusieurs jeunes femmes chargées du service des bouteilles entrèrent dans le salon vêtues de tenues provocantes. L'une d'elles s'agenouilla sur le tapis persan à côté de moi, la tête baissée, se préparant à me servir le vin. Son maquillage était excessif et de très mauvaise qualité. Lorsqu'elle leva la carafe à décanter ses yeux, parcoururent lentement mes escarpins loup-boutin, exclusifs en édition limitée. Ils continuèrent de monter jusqu'à rencontrer mon visage. Crash! La carafe glissa de ses mains et se brisa sur le tapis. Le vin rouge éclaboussa partout. Le visage de la jeune femme perdit toutes ses couleurs. Elle semblait avoir vu un fantôme. C'était Mélusine. Après avoir volé l'argent et fui un escroc professionnel qui se faisait passer pour un millionnaire des crypto-monnaies, l'avait dupé sur la Côte d'Azur. En à peine 3 jours, il lui avait absolument tout pris. Elle s'était retrouvée endettée auprès de prêteurs sans scrupules, liés à la pègre marseillaise obligée de retourner dans des clubs clandestins pour travailler jusqu'à éponger ses dettes. « Tu es aveugle !» Le gérant lui asséna un violent coup de pied dans le dos. « As-tu la moindre idée de ce que coûte le tailleur de Mademoiselle Vancourt ? Toute ta vie ne suffirait pas à le payer. » Mélusine ne sentit même pas le coup. Elle me fixait en tremblant. Séraphine. Le salon fut plongé dans un silence absolu. Les PDG échangèrent des regards nerveux. Je restais assise avec le même visage inexpressif. J'observais ses cheveux négligés, son parfum bon marché, son uniforme humiliant, comme si je contemplais un morceau de déchet abandonné dans la rue. Mélusine réagit soudainement. Sans se soucier du verre brisé qui lui ouvrait les paumes, elle rampa désespérément jusqu'à mes pieds tentant d'enlacer mes jambes. « Mademoiselle Vancourt !» Elle pleurait à chaudes larmes. Le mascara coulait sur son visage, formant d'épaisses lignes noires. « Je me suis trompée, je me suis tellement trompée. Maëlian m'a obligée, il m'a menti, il m'a dit que vous n'étiez personne. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Le gérant m'oblige à boire de l'alcool jusqu'à vomir du sang. Les prêteurs vont me tuer. Pitié, sauvez-moi. » Elle frappa à plusieurs reprises son front contre les débris de verre au sol. J'observais ses doigts ensanglantés à quelques centimètres de mon pantalon. « Lâche-moi !» Ma voix était basse, mais elle pesait d'un poids mortel. Mélusine resta complètement immobile et me lâcha immédiatement.
Avec une élégance absolue, je croisai les jambes. Je pris une lingette humide sur la table et nettoyai soigneusement l'endroit où son haleine avait effleuré mon vêtement. Puis, je jetai la lingette dans la poubelle. Je n'aime pas que des choses sales interrompent mes affaires. Je levai lentement les yeux vers le gérant qui suait déjà à grosses gouttes. Depuis quand le club de l'Obsidienne embauche-t-il des ordures de ce genre? Je suis infiniment désolée, mademoiselle Vancourt. Le gérant fit une profonde révérence. Sécurité, jetez cette folle dans la ruelle, hurla-t-il avec fureur. 2 immenses agents de sécurité attrapèrent Mélusine par les bras et commencèrent à la traîner vers la sortie. Séraphine piaillait Mélusine complètement désespérée. « Tu es un monstre. Juste parce que tu es riche, tu crois pouvoir écraser les autres? Je te maudis. » Le gérant lui donna 2 fortes gifles qui la firent taire. « Bâillonnez-la !» ordonna-t-il avec mépris. « Et livrez-la au prêteur de Marseille. » La porte se referma. Je pris calmement un nouveau verre de vin. Je fis doucement tourner le liquide rouge dans le cristal. « Monsieur Delacroix. » Je souris comme si je venais d'enlever un grain de poussière. Continuons à parler de la capacité de production. Les PDG déglutirent, élevèrent leurs verres. La peur qu'ils ressentaient déjà envers la jeune directrice générale s'était transformée en une vénération absolue. À 1h du matin, la Maybach me déposa dans le parking souterrain privé de très haute sécurité de mon penthouse de luxe, situé dans le 8e arrondissement. Mademoiselle Vancourt, le chef de mon escorte, descendit en premier. « Souhaitez-vous que nous vous accompagnions jusqu'à l'ascenseur ?»« Non, je pris mon sac. Ça ira. Allez vous reposer. » Le parking était faiblement éclairé. Il sentait légèrement l'essence et les gaz d'échappement. Le claquement de mes talons résonnait de manière rythmée sur le sol en résine. J'étais à quelques mètres de mon ascenseur privé lorsqu'une odeur écœurante d'alcool, bon marché et de sueur accumulée envahit l'air. Derrière un énorme pilier en béton, une ombre jaillit vers moi. Séraphine. Ce cri résonna comme celui d'un démon. Maëlian ressemblait à un cadavre tout droit sorti de la tombe. Son costume était couvert de boue et de vomi, ses cheveux complètement emmêlés, son visage émacié, ses yeux si injectés de sang qu'ils paraissaient totalement rouges. Il ne restait plus aucune trace de l'homme rationnel. Il ne subsistait qu'un joueur désespéré, prêt à entraîner le monde entier avec lui. Dans sa main droite, il tenait un vieux couteau de chasse rouillé et extrêmement tranchant. « Tu m'as détruit. » Il courut vers moi. « Tu m'as ruiné. Tu m'as mis en faillite. Tu as mis ma mère à la rue. » Son rugissement résonna dans tout le parking. « De toute façon, je suis déjà mort. » Il leva le couteau. « Alors, je t'emmène avec moi en enfer. » La lame fendit l'air visant directement ma poitrine. Le métal refléta la lumière blanche des néons. Il était rapide mortel. Je ne criais pas. Je ne reculais même pas d'un pas. Ma respiration ne changea pas. Je l'observais simplement avec une indifférence absolue. Je connaissais parfaitement sa façon de penser. Quand un narcissique perd son ego, son argent et toutes les personnes qui nourrissaient sa fierté, il ne réfléchit pas. Il cherche seulement à détruire celui qui a brisé le miroir où il admirait sa propre image. La pointe du couteau était déjà à quelques centimètres de mon manteau. Maëlian souriait comme un psychopathe. Bam! Un coup dévastateur fit trembler le parking. Une ombre noire jaillit de l'angle mort derrière la colonne. C'était l'un des agents de protection exécutive de Vancourt Global, un ancien membre du GIGN. Il exécuta un coup de pied circulaire tactique parfait. Sa botte militaire percuta le poignet droit de Maëlian avec une force capable de briser des os. Crac! Un hurlement aigu traversa le parking. Le poignet de Maëlian se plia d'une façon peu naturelle. Le couteau vola dans les airs et finit par heurter une grille d'évacuation d'eau. Avant qu'il ne puisse retrouver l'équilibre, 2 autres agents apparurent de nulle part. « Ne bouge plus !» L'agent principal l'attrapa par le cou et exécuta une prise de judo brutale. Maëlian s'écrasa face contre le ciment. 2 genoux immobilisèrent complètement son dos et ses jambes. Son visage rapa violemment le sol. Le sang commença à couler. Clac. De lourdes menottes en acier se refermèrent sur son poignet cassé et sa main gauche les immobilisant dans son dos.
Toute l'intervention avait duré moins de 3 secondes. Je regardais ma montre couverte de diamants. 1h15 du matin. J'avançais lentement. Je m'arrêtai lorsque la pointe de ma chaussure fut à quelques centimètres de son visage ensanglanté. « Toi !» Maëlian se tordait comme un poisson hors de l'eau. La douleur parcourait tout son bras. « Tu m'as tendu un piège. Tu savais que je viendrais. Tu t'es servi de toi comme appât. » Je l'observais de haut. « Te tendre un piège. » Ma voix resta totalement calme. « Maëlian, je n'ai pas besoin de tendre des pièges à un animal aussi prévisible. » Je pointai le plafond du doigt. 4 minuscules lumières rouges clignotaient discrètement dans les coins. Il y a 3 jours, j'ai fait moderniser tout le système de sécurité avec des normes militaires caméras infrarouges en résolution 4K microdirectionnelle. Je le fixais. L'achat de ce couteau. Ton attente cachée derrière cette colonne pendant 3 heures est écrit disant que tu allais m'emmener en enfer. Je fis une pause. Tout vient d'être téléchargé automatiquement sur le serveur juridique de Vancour Global. Les pupilles de Maëlian se contractèrent. Il regarda ces petites lumières rouges, comme si elles étaient les yeux de la mort elle-même. L'adrénaline disparut. Il ne resta qu'une terreur glaciale. « Qu'est-ce que tu vas faire de moi ?» Sa voix tremblait, ses dents claquaient. Je souris à peine. « Ce que je vais faire ?» Je lâchai un petit rire. « Pensais-tu vraiment que j'allais me salir les mains en me battant contre toi ?» Ma voix resta parfaitement sereine. À 8 heures ce matin, mon équipe juridique remettra cette vidéo au procureur de la République. Tentative d'homicide avec préméditation, fraude fiscale, escroquerie, dissimulation d'actifs. Je le laissais assimiler chaque mot. Si je ne parviens pas à te faire passer au moins 15 ans dans le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, ce serait un immense gâchis des preuves parfaites que tu viens de m'offrir. Ces mots détruisirent complètement l'esprit de Maëlian. Il comprit que son attaque désespérée ne m'avait causé aucun tort. Elle avait seulement garanti légalement que le reste de sa vie se déroulerait derrière les barreaux. Non. Maëlian se mit à pleurer de manière incontrôlable. Pitié. J'étais saoule. J'avais perdu la tête. Je n'allais pas te tuer. C'est vrai, je te le jure. Il traîna son visage en sang vers mes chaussures. Pour nos 3 ans passés ensemble, n'appelle pas la police. Je quitterai la France. Tu ne me reverras jamais. Laisse-moi vivre. Je le regardais sans la moindre compassion. Tu as choisi ce chemin. Ma voix était glaciale. Je ne fais pas ça parce que j'attends des excuses. Je le fais pour assurer la destruction physique et légale d'une menace. À cet instant, les sirènes de la police nationale brisèrent le silence de la nuit. Les lumières bleues inondèrent l'entrée du parking. Mon équipe de sécurité avait discrètement déclenché l'alarme d'urgence à l'instant même où Maëlian en avait bougé. « Non !» Maëlian hurlait comme une bête qu'on mène à l'abattoir. « Je ne veux pas aller en prison. Sauve-moi, Séraphine !» Je ne le regardais même plus. Je réajustais mon manteau. J'entrais dans mon ascenseur privé et le laissais aux mains de la police. 3 jours plus tard, au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, le parloir sentait le désinfectant et la vieille sueur. Les néons éclairaient l'épais plexiglas couvert de rayures qui séparaient les 2 côtés. Je restais assise le dos droit. Je portais un impeccable blazer noir sur mesure. Mes mains reposaient tranquillement sur la table. Devant moi se trouvaient les documents de divorce préparés par l'équipe juridique de Vancour Global. La lourde porte en acier s'ouvrit. Maëlian entra escorté par 2 gardiens de prison. En à peine 72 heures, il avait vieilli de 10 ans. Il portait des vêtements froissés et usait l'ombre de lui-même. On lui avait rasé la tête. Ses pommettes saillaient sur un visage couvert de bleu et creusé. Ses yeux étaient totalement vides. Ses mains restaient menottées. Il s'assit face à moi. Il bougeait comme un vieillard. Il essaya de sourire à travers la vitre. Mais son visage tuméfié ne fit que se déformer de façon grotesque. Un gardien lui tendit le téléphone. Je décrochai le combiné. « Signe-le. » Il n'y eut pas de salutation, seulement de la glace. « Les documents sont avec le gardien. Lis-les. Si tu n'as pas d'objection, signe la dernière page. »
La main de Maëlian se mit à trembler violemment. Il regarda les papiers. En raison de la tentative de meurtre et de tous les chefs d'inculpation pour fraude, la clause de faute grave de notre contrat de mariage, sous le régime de la séparation de biens, entrait automatiquement en vigueur. Tournier Dynamique était déjà officiellement en liquidation judiciaire. L'hôtel particulier, les voitures, tout avait été saisi par l'État. Les 20 millions d'euros qu'il devait à la mafia marseillaise existaient toujours. Et comme cette dette n'était pas protégée par la faillite légale, même s'il passait les 15 prochaines années à fabriquer des plaques d'immatriculation en prison pour quelques centimes de l'heure, les intérêts continueraient de grimper. Il ne sortirait pas du mariage sans rien. Il en sortirait avec toute une vie d'enfer devant lui. Séraphine. Sa voix rauque résonna dans le combiné. Dois-tu vraiment être si impitoyable? Vas-tu vraiment me laisser sans aucune issue? Je souris, avec ironie. Une issue. Je secouai lentement la tête. Les dettes sont la conséquence de ton avidité. La prison est la conséquence de ta tentative de me tuer avec un couteau. Je le regardais fixement. Je n'ai fait que récupérer ce qui a toujours été à moi. Chaque pas vers ta destruction, tu l'as fait toi-même. Maëlian appuya son front contre la vitre. Des larmes coulèrent. Regarde-moi. Sa voix se brisa. Regarde ce que je suis devenu. Je sais que j'ai été un salaud. L'argent m'a aveuglé. Mais nous avons aussi vécu des moments heureux. Tu ne t'en souviens pas, il respira, avec difficulté. Cet hiver-là, quand le chauffage est tombé en panne. J'étais malade et tu as dépensé tes derniers 200 € pour m'acheter des médicaments. Une larme roula sur sa joue. Je t'ai serré dans mes bras et je t'ai promis une vie de rêve. Tout cet amour n'était pas un mensonge. Tu ne ressens vraiment plus rien pour moi. Il essayait d'utiliser nos souvenirs communs. La pauvreté, la souffrance, la culpabilité. Il cherchait à éveiller mes émotions. Je l'écoutais pleurer, sans changer d'expression. Ces souvenirs étaient réels, répondis-je avec un calme absolu. J'ai caché mon identité. J'ai porté des vêtements bon marché. J'ai vécu dans ce petit appartement parce que je croyais sincèrement en toi. Je fis une brève pause. J'ai cédé encore et encore pour protéger notre foyer. Je me penchai légèrement vers la vitre. Mes yeux transpercèrent les siens. Mais la sincérité s'épuise aussi. Elle a une limite. Et ma voix resta ferme. Quand tu as obtenu ta première levée de fonds et que tu as dit que je n'avais pas assez de classe pour apparaître à tes côtés, quand tu as permis à ta maîtresse de me jeter du vin pour impressionner tes investisseurs, quand tu m'as attrapé par les cheveux et giflé 3 fois devant tout ce gala, notre mariage était déjà mort. Chaque mot tombait sur lui comme un marteau. Je n'ai pas cessé de t'aimer du jour au lendemain, Maëlian. Ça a été une mort lente, 1000 coupures. Ces 3 gifles n'ont fait que marquer la fin. Je redressai lentement le dos. Je n'attaque jamais sans raison. Mais si quelqu'un essaie de me marcher sur le cou, il connaîtra toute la fureur de Vancourt Global. Maëlian resta immobile. Ses lèvres tremblaient. Il comprenait enfin la vérité. La femme assise en face de lui ne redeviendrait jamais cette épouse fragile et compréhensive. Elle était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Tout ce qu'il avait désiré avait disparu détruit uniquement par sa propre arrogance. Signe. Je regardai ma montre. Ne me fais pas perdre mon temps. Le gardien glissa un stylo vers lui. Avec le poignet droit immobilisé par un plâtre, Maëlian prit le stylo de la main gauche, écrivit maladroitement son nom, appuyant si fort qu'il faillit déchirer le papier. Quand il eut terminé, il s'effondra sur sa chaise, complètement vidé. Le gardien fit passer les documents par la fente sous la vitre. Je les pris. Je ne pris même pas la peine de les plier. Je me levai. « Profite bien de ta réinsertion, Maëlian !» Je raccrochai le téléphone et marchai vers la sortie. « Séraphine !» Maëlian frappa la vitre avec la seule main qu'il avait de libre. « Ne pars pas. Regarde-moi encore une fois. » Les gardiens se jetèrent immédiatement sur lui. Ils l'immobilisèrent.
Je poussai les lourdes portes de la prison. Le soleil brillant d'Île-de-France tomba sur mon visage. La chaleur effaça l'odeur de la prison. Je remis les documents de divorce à Thibault qui m'attendait dehors. Apportez-les au juge. Je le regardais avec sérénité. Je veux qu'avant la fin de la journée, le divorce soit officiellement prononcé. Oui, mademoiselle Vancourt, répondit Thibault en rangeant soigneusement les documents dans sa mallette. Je respirais profondément l'air frais de la matinée. Puis je montais dans la Maybach. Les restes de mon passé étaient restés ensevelis derrière ces murs de béton. Ma véritable vie ne faisait que commencer. Le lendemain matin, au domaine de la famille Vancourt, dans la vallée de Chevreuse. L'immense salle à manger était imprégnée de l'arôme d'un bouillon d'os biologique et de petits morceaux de bœuf wagyu parfaitement saisis sur la plancha. Les premiers rayons du soleil traversaient les baies vitrées, faisant briller l'argenterie ancienne de Christophe disposée sur la grande table en acajou. Mon père, Balthazar Vancourt, portait un confortable pull en cachemire. Il paraissait en bonne santé serein et toujours aussi imposant. Avec sa fourchette, il prit un morceau de wagyu parfaitement cuit et le déposa délicatement sur mon assiette en porcelaine. « Mange, ma chérie. » Il sourit avec cette affection que seul un père peut transmettre. « Tu as travaillé sans relâche pour nettoyer tout ce désordre. Tu as l'air très amaigri. » Je souris légèrement. « Merci, papa. » Je pris une gorgée de bouillon chaud. La chaleur descendit lentement dans mon corps. C'était réconfortant. Dans cette demeure, il n'y avait pas de cris, pas d'intrigue, pas de misérables disputes pour quelques centaines d'euros de loyer. Ici, je n'avais pas besoin de feindre la force. Je n'avais pas non plus à me faire toute petite pour laisser quelqu'un d'autre briller. C'était le socle inébranlable bâti sur le sang et le pouvoir. Mon père changea naturellement de sujet. Comment se passe la préparation pour le conseil d'administration sur l'acquisition de l'entreprise de logistique allemande cet après-midi? Je posai ma cuillère sur l'assiette. Mes yeux retrouvèrent immédiatement la fermeté d'une directrice générale. J'ai déjà passé en revue tous les rapports d'audit. Le département de gestion des risques a approuvé les modèles. Je fis une brève pause. Les Allemands essaient d'utiliser la bureaucratie régulatrice locale pour nous obliger à accepter une augmentation de 5% du prix. Ma voix restait totalement assurée. Pendant la négociation, je mettrai sur la table nos 2 brevets exclusifs. S'ils n'acceptent pas nos conditions, nous exécuterons le plan B et réorienterons tout l'investissement vers le marché d'Europe de l'Est. Je regardais mon père. Vancourt Global impose les règles. Personne d'autre. Balthazar Vancourt s'adossa à sa chaise. Un rire sonore emplit la salle à manger. Excellent. Ses yeux brillaient de fierté. C'est bien ma fille. Ah. Quand tu attaques, tu vises directement la jugulaire. Son expression s'adoucit. Je sais que ces 3 années ont été une souffrance pour toi, mais considère-les comme la meilleure leçon sur la nature humaine que tu aurais pu recevoir. Tu as appris comment pensent les gens les plus misérables. Je souris légèrement. Je ne discutais pas. Cette leçon avait été incroyablement coûteuse, mais la clarté que j'en avais tirée valait chaque centime. À 10 heures du matin, dans le bureau principal de la directrice générale de la Tour Vancourt, 300 mètres carrés d'élégance absolue. Les immenses baies vitrées offraient une vue panoramique sur tout Paris de l'Arc de Triomphe jusqu'à la Tour Eiffel. J'étais debout face à la vitre. La ville ressemblait à une gigantesque machine fonctionnant sans relâche, et je tenais l'interrupteur qui pouvait l'arrêter. Je portais un impeccable tailleur exécutif couleur graphite taillé sur mesure. Sa coupe transmettait l'autorité. À mon revers, je portais une ancienne broche en saphir qui appartenait à ma famille, Mademoiselle Vancourt. Thibault entra portant un dossier. Les contrats finaux de l'acquisition requièrent votre signature. Je marchai jusqu'au bureau, pris mon stylo plume Montblanc et signai lentement « Séraphine Vancourt ». Chaque trait était ferme, précis, dominant. Thibault ramassa les documents. Cependant, il ne quitta pas le bureau. Il baissa légèrement la voix. « Mademoiselle Vancourt, nous avons reçu des nouvelles de la famille Tournier. Souhaitez-vous les entendre ?» Je refermai le stylo. « Allez-y. » Après l'incarcération de Maëlian, le réseau de Marseille a découvert que ses biens ne suffisaient même plus à couvrir les intérêts.
Thibaut esquissa un sourire sombre. Les autorités ont définitivement saisi le manoir. Olympe Tournier a fini à la rue. Il continua de lire le rapport. Quand ils étaient riches, elle a rompu les ponts avec toutes ses connaissances. Aujourd'hui, elle squatte une cave complètement inondée, près de la porte de la chapelle. Elle survit en fouillant les poubelles derrière les supermarchés. Il fit une autre pause. Il y a quelques jours, elle s'est battue avec un sans-abri pour des canettes en aluminium. Elle a fini avec une jambe cassée. Elle n'a pas d'argent pour aller chez le médecin et n'a plus de couverture sociale. Elle mendie maintenant en boitant dans les rues de Paris. Je ne ressentis absolument rien. Olympe avait idolâtré toute sa vie une vision profondément machiste et classiste du monde. Elle croyait que les autres n'existaient que pour être utilisés et humiliés. Quand elle avait perdu l'argent et le pouvoir, elle était immédiatement tombée au tout dernier échelon de la société. Ce n'était pas de la vengeance, c'était simplement l'équilibre naturel des conséquences. « Et Mélusine ?» demandai-je avec une indifférence totale. Thibaut baissa les yeux vers la page suivante. Le gérant du club était tellement terrifié, après vous avoir vu qu'il a revendu la dette de Mélusine à une organisation liée à un réseau de traite d'êtres humains clandestins. Son ton restait totalement professionnel. Elle est maintenant piégée dans des arrière-salles clandestines en Europe de l'Est, sous le contrôle de la mafia. Elle y travaille pour payer sa dette. Elle ne reverra plus jamais la civilisation. J'acquiesçais une seule fois, entendu. Ma voix ne transmettait absolument aucune émotion. Les noms d'Olympe et de Mélusine avaient définitivement disparu de ma vie. Je fis un petit geste de la main. Thibaut comprit immédiatement. Il quitta le bureau en silence. L'endroit redevint complètement calme. On n'entendait plus que le doux bourdonnement de l'humidificateur d'air. Je marchai lentement vers les élégantes orchidées placées près de la fenêtre. Je pris un arrosoir en laiton. Je versai soigneusement l'eau sur les pétales. Les minuscules particules de poussière disparurent. Les fleurs retrouvèrent tout leur éclat. À cet instant, l'interphone sonna. Mademoiselle Vancourt, la délégation européenne, et le conseil d'administration sont déjà réunis dans la salle de conférence numéro 1. La réunion pour lancer l'acquisition est prête à commencer. Je posai l'arrosoir à sa place. J'arrive tout de suite. J'ajustai soigneusement le col de ma veste. Je regardai une dernière fois l'immense ciel bleu de Paris. Le cauchemar absurde appelé Maëlyan Tournier était enterré pour toujours. Je me retournai, gardai le dos parfaitement droit et franchis les doubles portes pour marcher vers le sommet absolu du pouvoir.